J'ai rencontré l'actuel président en 2016. J'étais à l'Élysée à ses côtés de 2017 à 2019, effectivement en rentrant en tant que conseillère agriculture, sans avoir le parcours d'une énarque ou d'autre chose. Je vais pas m'en excuser, parce qu'en fait, je crois que ça a été aussi un atout dans la relation que j'ai pu avoir avec ce secteur-là. Si vous recevez un agriculteur, ne serait-ce que dans le décorum de l'Élysée, le rapport change. Si je le vois sur sa ferme, il ne va pas me dire les mêmes choses. Donc c'était hyper important pour moi d'avoir ce rapport au terrain, cet ancrage. Sinon, les lieux de pouvoir isolent. Et vous n'entendez plus rien. Il y a une ferme aux portes de Paris où les vaches font des FaceTime avec le vétérinaire, où des femmes reprennent confiance, reprennent le pouvoir, reprennent des terres, où l'on forme des futurs chefs d'exploitation comme on forme des dirigeants de start-up. Et cette ferme, elle a un nom, elle s'appelle Hectare. Et derrière, il y a une femme, Audrey Bourrolot. Audrey, c'est une fille d'agriculteur qui a tout fait pour partir et qui finalement a fini par revenir. Après le vin, l'Élysée, la tech, elle a compris une chose essentielle: quand tout va trop vite, il faut miser sur ce qui pousse lentement. Alors elle a changé de vie. Elle a choisi de revenir à la terre et a prouvé qu'on pouvait réinventer l'agriculture, mais sans renier la modernité et l'exigence. Dans cet épisode, on parle d'ambition, d'alignement, de charge mentale, de femmes qui reprennent le pouvoir et surtout d'un mot qu'on pensait oublier, la transmission. Bienvenue dans l'histoire d'Audrey Bourrolot, une femme qui prouve que l'agriculture n'est pas un monde du passé, mais qui est en pleine transformation vers demain. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous en avez pensé quoi de cette petite introduction ? Écoutez, c'est vrai que le rapport au temps, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui... à la quarantaine bien tassée, parce que je vais vers mes 45 ans, compte en fait. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, aligner sa vision de chef d'entreprise, trouver les financements pour mener à bien ses projets et répondre à une attente citoyenne légitime sur les enjeux de l'environnement, le facteur temps, il est décisif. Il faut un peu ralentir sur la finance, un peu accélérer dans les champs et trouver des super entrepreneurs de talent pour reprendre les fermes. Et c'est un peu cette équation que j'essaye de résoudre au travers du projet Hectare. Alors, vous avez quand même un parcours assez exceptionnel. On va y revenir. Déjà, vous êtes née à Niort, dans les Deux-Sèvres, dans une famille d'agriculteurs. C'était quoi ? Petite fille. Petite fille. Alors, c'était quoi l'enfance d'Audrey ? Alors, j'en garde un souvenir très, très paradoxal. Parce que quand on est né dans les Deux-Sèvres, je vous avoue que c'est un peu un côté pas très flatteur. On n'ose pas trop dire, surtout quand après on va sur Paris, qu'on vient... des territoires, de la ruralité. Et pour autant, j'en ai tiré peut-être cette force de l'alignement et de l'essentiel. Alors, dans ma famille, il n'y avait pas de livre, mais il y avait un immense savoir qui était celui du rapport aux saisons, au temps, à un certain goût de l'effort, qui a fait que je ne me suis jamais perdue quoi que je fasse. Et j'en suis éternellement reconnaissant pour mes parents et grands-parents. Et effectivement, ça avait plutôt le goût du fromage de chèvre, l'odeur du foin coupé et les mercredis chez mes grands-parents qui ont fait énormément pour me transmettre tout ça. J'en ai longtemps rougi. Pourquoi ? Parce que c'était pas très moderne de dire qu'on est des territoires. Quand j'ai tenté mes concours d'école de commerce, je me suis jamais autorisée à rêver à faire une école de commerce de Paris. C'était pas pour moi. Et on parle souvent des fractures ville-campagne. Je crois que la campagne aujourd'hui, la ruralité, a le droit aussi de rêver à de grandes choses parce qu'elle va faire partie de la solution. Mais ça a toujours été pour moi cette ambiguïté, une force intérieure, mais de façade. C'est pas quelque chose que je revendiquais comme une fierté, je le fais maintenant. Mais il y a eu tout un temps de ma carrière où venir de Niort, des Deux-Sèvres, n'a pas été un atout pour moi et je le regrette profondément parce que je pense que c'est ce qui a fait que je me suis jamais perdue. Vos grands-parents, donc, qui fabriquaient du fromage de chèvre, c'est ça ? C'est ça, il y avait des vaches partenaires. C'était encore les fermes très typiques post-guerre, années 60, où c'était plus un mode de vie qu'une entreprise, on y reviendra, où il y avait un modèle familial, de transmission, de savoir. Et j'en garde des souvenirs vraiment heureux. Je crois qu'ils sont à l'image de ce qu'était l'agriculture et de ce qu'elle ne doit plus être. Je n'ai jamais vu mes grands-parents partir en vacances, pour autant ils étaient heureux. Et aujourd'hui, je crois qu'on attirera des nouvelles générations, des hommes et des femmes à la tête de ces fermes, pour cette qualité de vie-là, mais aussi pour le droit aux vacances, à explorer des voyages, etc. Donc c'est aussi de dire comment ce métier est en train de passer d'un mode de vie à une entreprise. Oui, c'est ça, c'est la transformation du modèle qui est en cours actuellement. Effectivement, on va en reparler. Vos parents, ils faisaient quoi, eux ?
Dans beaucoup de familles d'agriculteurs, ce qui était le cas, mon père n'a pas repris, est parti travailler plutôt dans la grande distribution. Ma maman s'est occupée pas mal de nous et a enchaîné pas mal d'emplois assez modestes. Je viens d'une classe moyenne, plutôt modeste, mais toujours très travailleuse, qui ne s'est jamais plaint. Et qui m'a surtout dit que le succès, c'était justement pas là, que eux n'avaient peut-être pas eu la chance, notamment ma maman, de faire des études. Et que faire des études, c'était aussi s'octroyer un droit à pouvoir tenter des choses. Donc, c'était une enfance heureuse. J'étais très chanceuse, dans un territoire plutôt paisible, mais avec une détermination qui ne m'a jamais lâchée. Aujourd'hui, je suis moi-même maman de 2 enfants. Et dans ce que j'ai envie de laisser, c'est comment on transmet le goût de l'effort. Je n'ai pas encore la recette à ça, mais c'est ce qu'on m'a donné. Et quoi que je fasse, j'ai toujours eu cette énergie, je dis tout le temps, de comment on se jette dans des nouveaux projets, comment on peut avancer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Ce complexe de la ruralité, vous trouvez qu'il est encore présent aujourd'hui ? Totalement. Alors, c'est peut-être un hasard ou une heureuse coïncidence. Tout à l'heure, j'écoutais la radio en venant jusqu'ici, et c'était sur un prix littéraire. Et ils ont interrogé sur une radio publique des gens, et la plupart se disaient « Mais je viens de Brive-la-Gaillarde, c'est un exemple que je viens d'entendre. Et oui, on lit là-bas. » C'est vrai ? C'était il y a encore 15 minutes. Et à chaque fois, ça me ramène à pourquoi on justifie que dans la ruralité, on a un accès à la culture, on peut avoir ce droit-là. Donc c'est encore présent dans, je pense, pas mal de milieux sociaux, ce côté d'une ruralité qu'on n'assume pas vraiment, en fait. Il y a des clichés, en fait, qu'ont encore la vie dure, et il faut se justifier quelque part de là où on peut arriver si on vient de la ruralité. Je le pense. Moi, j'ai accompagné dans ma carrière, j'ai vécu dans le Bordelais. Je me suis occupée de vignobles qui n'étaient pas les plus prestigieux, et donc je connaissais beaucoup de vignerons et donc leurs familles et leurs enfants. Quand vous êtes à 1h30 dans un village qui n'est pas reconnu comme Saint-Émilion ou d'autres, s'autoriser à faire Sciences Po Bordeaux, c'était un mur infranchissable pour certains de ces enfants, alors qu'ils en avaient le potentiel. Et je crois qu'il faut encourager, il y a des sujets de mobilité, de fracture de territoire, et il faut aussi autoriser cette jeunesse des campagnes à rêver, à voir grand. Alors vous avez rêvé à voir grand. Et justement, vous racontiez qu'en école de commerce, vous vous sentiez quand même différente. Vous avez réussi les concours, mais une fois que vous êtes arrivé dans cet autre univers, les choses ont été un petit peu différentes. Je l'ai ressenti en école de commerce, je l'ai ressenti après plus tard aussi à l'Élysée, puisque j'étais la seule qui n'avait pas fait les concours de la fonction publique ou les grandes écoles. J'en ai tiré toujours un grand complexe, de dire est-ce que finalement je n'ai pas eu le même accès à la culture, justement, à la littérature quand vous venez d'un milieu plus modeste. Et j'en ai tiré une singularité, une aspérité. C'est ce que j'ai toujours essayé de garder, de dire finalement on peut essayer de rattraper, mais il faut être honnête aujourd'hui, quand vous êtes né dans un milieu plutôt modeste, les 10-15 ans d'environnement familial qui vous donnent un droit au livre, à la culture, quand vous ne l'avez pas eu, vous partez avec un léger handicap. Donc il y a autre chose, il y a de la vivacité, il y a de l'instinct. Et c'est aussi aujourd'hui ce que je recherche en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir des profils différents, pas tous façonnés de la même manière, parce que c'est une grande chance, mais voilà, on est encore dans une société où on regarde, notamment pour certaines fonctions en politique ou ailleurs, des parcours assez normés encore, assez classiques. Alors vous n'êtes quand même pas trop éloigné de l'agriculture. Vous êtes parti plutôt dans la viticulture après votre école de commerce. Vous avez travaillé aussi dans un grand groupe. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours justement après l'école ? J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le marché des vins et donc j'ai trouvé après un emploi dans un grand groupe viticole international. Et puis, j'ai toujours aimé les produits, ce que j'appelle sentiments, qui ont derrière des histoires. Alors, dans le vin, c'est formidable. Si vous avez dans le Languedoc, où on m'appelait la petite, qui arrivait, ou en Champagne, où c'est quelque chose de plus aussi figé dans l'approche, dans les relations humaines, je trouve qu'on a la chance incroyable d'avoir une France de territoire, de terroir, d'hommes et de femmes très différents à la tête de ces produits vivants à sentiments. Et ça, j'ai adoré. Et après, effectivement, ça faisait 6 ans que je travaillais plutôt en France, plutôt pour la viticulture.
Et à l'époque, un cabinet de recrutement m'a dit ça va pas du tout. Il faut partir à l'international. Il y avait des carrières, et c'est en train de changer, et c'est tant mieux, où il fallait cocher les cases des grands groupes, d'une expérience à l'international. Il y avait une voie toute tracée qu'on était obligé de prendre, en fait. Exactement. Et moi, j'ai toujours été la bonne élève, donc j'ai bien suivi les voies toutes tracées pendant bien trop longtemps. Et donc, je suis partie m'occuper pour un groupe de produits de grande consommation de 20 pays en Afrique, au Moyen-Orient. Et ça a été pour moi un choc culturel. Alors aujourd'hui, ça a changé, mais moi, j'avais pas eu de cours de relations interculturelles, etc. Et je me suis retrouvée sur des pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Iran, au Nigeria. Et ça a été très formateur parce que ça vous montre que vous avez peut-être le même diplôme d'école de commerce, mais que dans un contexte culturel particulier, rien ne s'applique. À part peut-être ce fameux instinct qui revient, cette vivacité de trouver des pas de côté. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a été utile, ce qui m'a aussi ouvert les yeux sur d'un même cursus, savoir en permanence s'adapter aux personnes, aux cultures qu'on a en face de soi. Et ça a été, je pense, une chance dans mon parcours. C'est un peu une bosse, mais finalement qui m'a permis après de peut-être mieux jongler sur certains sujets. Oui, parce qu'en fait, depuis le début, en fait, vous avez passé votre temps à vous adapter. Parfois, vous excusez d'où vous veniez, d'essayer de vous transformer, de vous adapter continuellement. Et vous êtes là encore plus loin, puisqu'après, vous êtes carrément parti à l'Élysée. Oui, parce qu'en fait, je représentais à l'époque toute la filière viticole. Là, j'ai goûté le goût de la politique, l'envie de porter des combats, parce que je crois encore qu'il y a 2 leviers pour changer les choses, la politique et l'entreprise. Et à ce moment-là, je croyais que la politique était une de ces voies-là. Je l'avais jamais empruntée. Et j'ai rencontré l'actuel président en 2016. Donc, assez tôt, j'ai porté cette campagne agricole et je l'ai rejoint à l'Élysée. Mais donc, c'est Emmanuel Macron, en fait, avant son premier mandat, avant d'être élu. Voilà. Et j'ai été à l'Élysée à ses côtés de 2017 à 2019, effectivement, en rentrant en tant que conseillère agriculture, sans avoir le parcours d'une énarque ou d'autre chose. Je vais pas m'en excuser. Parce qu'en fait, je crois que ça a été aussi un atout dans la relation que j'ai pu avoir avec ce secteur-là. Mais c'est toujours cette question de la légitimité, de s'excuser d'être là. Alors qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé et eu beaucoup, mais je crois d'envie de faire ça. Mais encore, c'est peut-être aussi lié à ce que je vois aujourd'hui au travers des femmes que j'ai pu accompagner. Il y a toujours cette question de la légitimité qui revient sans cesse. C'est vraiment le point de bascule à chaque fois pour une femme de vouloir se lancer et de se demander si on est légitime pour le faire. Complètement. Et pour échanger et pour avoir côtoyé des hommes à très haut niveau, quand je leur partage ça, elles me disent « mais on ne s'est jamais même posé cette question en fait ». C'est typiquement féminin, c'est ça ? C'est assez féminin, assez de se dire est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je vais y arriver ? Peut-être que c'est un moteur, pour moi, c'est peut-être aussi ce qui m'a donné cette énergie. Mais j'aime assez ce que dit Leila Slimani sur les femmes. En fait, on prendra notre part quand on acceptera de déplaire. Et moi, j'ai été encore dans cette culture où première de la classe, bonne élève. Et en fait, prendre des responsabilités, s'exposer en tant que femme, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise, c'est accepter de ne pas plaire, en fait. Parce que vous choisissez. Ça s'est passé comment, justement, ces 2 années en politique ? C'est des équilibres très durs entre vie personnelle, professionnelle. J'étais une maman de 2 jeunes enfants. Et donc, ça questionne. Où est ma place ? Où est-ce que je suis utile ? Et donc, c'est impossible d'être parfaite sur les 3 tableaux. J'ai certainement eu des journées où j'étais une exceptionnelle conseillère, une autre une exceptionnelle maman et peut-être certaines fois une exceptionnelle épouse, mais jamais les 3 en même temps. J'ai jamais réussi les 3. Il faut le dire. Donc, on vit inconfortablement avec ce poids-là chaque jour. La question, c'est essayer d'être déjà bien dans ce qu'on fait. Moi, je crois que j'ai des enfants qui ont compris ce passage-là. Ils sont plus grands maintenant, mais ils ont vu une maman épanouie aussi professionnellement. Je leur reconsacre aussi un peu plus de temps. Donc, et dans un couple, je le dis souvent, une carrière, c'est faire équipe. Une femme qui fait carrière ne prend rien à son mari. Il y aura des temps forts et des temps faibles. C'est juste comment on fait équipe pour gérer ses choix professionnels, ses choix de famille, et c'est pas simple. Et ça ne se fait pas gentiment. Si des jeunes femmes nous écoutent, assumer ça, et je le dis aux agricultrices qu'on forme sur le leadership au féminin, si on a cette boîte à outils à disposition, c'est ce que je donne dans ce programme Farmer, une boîte à outils pour comprendre, parce que j'ai des agricultrices incroyables.
Mais si elles se saisissent de cette boîte à outils pleinement, c'est pas confortable. Pas toujours pour soi-même, pas toujours pour l'entourage. Après, on peut choisir aussi de ranger cette caisse à outils et de pas l'utiliser. Mais si on le fait, il faut être conscient qu'aujourd'hui, prendre sa place pleinement de femme ne se fait pas paisiblement, encore en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période, justement, puisque ça ne s'est pas passé paisiblement? Qu'est-ce qui a été difficile à mettre en place? Le regard que porte la société vis-à-vis de vous. Est-ce que vous êtes une bonne mère quand vous travaillez énormément et que vous n'êtes pas là? Le regard que la société renvoie à votre mari quand sa femme réussit. J'ai un mari qui est chef d'entreprise, qui a toujours réussi, mais le fait que moi-même, mon agenda ait la même place, renvoie en creux que peut-être lui aurait moins réussi. Mais pas du tout, en fait. Mais il y a quand même encore comment ça va avec les enfants. Enfin, on lui renvoie les questions qu'on pose normalement un peu aux femmes, en fait. Parce que moi, j'ai été pendant des années l'épouse d'un chef d'entreprise, et on dit ça va avec les enfants, et là, on renvoie le miroir. Donc, vous voyez, dans le rapport, les choses s'inversent. Et encore plus quand vous êtes à des fonctions comme je l'étais à l'Élysée, où il y a un miroir inversé, où vous prenez plus la lumière aussi. Donc, tout s'inverse. Et c'est pour ça que je le dis, c'est un rapport à la fois soit au personnel, au familial, qui fait, effectivement, on m'a souvent dit, mais comment tu vis le fait de voir tes enfants, etc. Donc, la culpabilité est permanente. Cette culpabilité doit être dure à garder, surtout quand on essaie d'agir à grande échelle sur un sujet qui vous touche. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement à l'Élysée à ce moment-là? J'avais la mission de conseiller. Donc, conseiller, tout est dans le mot. À la fois de porter une vision transformante de l'agriculture, ce qu'on a fait, je pense, sur les premières années de ce quinquennat. Puis en même temps, on le voit dans un monde aujourd'hui où l'Europe reste la première puissance agricole du monde. Je pense que peu de gens le savent, mais c'est incroyable. La France, la moitié de ce beau pays, ce sont des terres agricoles. Donc, moitié? La moitié. C'est énorme, effectivement, on n'a pas forcément ce chiffre en tête. Vous regardez la carte de France et vous projetez, la moitié sont des terres agricoles. Quand on nous parle de réchauffement climatique, de stocker du carbone, de faire la transition, on a tellement de chance. Et pour autant, il y a des politiques commerciales, on le voit, des puissances entre la Chine, les États-Unis, où on est quand même sur un marché très ouvert, où il y a des règles du jeu qui ne sont pas toujours très justes. Et c'est ce qu'on ressent en ce moment dans cette période encore un peu trouble. Et donc, vous devez à la fois porter une vision, transformer, et le faire avec l'humilité de dire que changer en profondeur des modèles agricoles, c'est pas si simple que ça, et ça demandera aussi du temps long. Et je crois que le politique a un grand sens pour ces grandes règles du jeu international, et que pour autant aujourd'hui, en ayant entrepris, je pense qu'on a aussi un levier d'action qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est vraiment ces deux chemins, et je me suis sentie heureuse, fière chaque jour, avec vraiment l'humilité d'où je viens, de me dire tu es à un endroit où tu es obligé de donner le maximum d'efforts pour essayer d'améliorer la situation des agriculteurs, des agricultrices. Et après ça, le prolongement naturel a été l'entrepreneuriat. Alors ça s'est pas fait tout seul quand même. Il y a eu un moment de bascule, c'est-à-dire que là vous travaillez sur des projets de loi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un moment de fierté en particulier lorsque vous avez travaillé concrètement sur des actions? Le congé maternité pour les agricultrices. Qui n'existait pas? Pas avec autant d'aménagements, de possibilités. C'est pas encore parfait. Il y a des gros sujets de remplacement des agricultrices, mais c'est des avancées sociales dont on entend peu parler. Il y a eu les États généraux de l'alimentation, qui étaient une plus juste rémunération et essayer de travailler à une meilleure répartition de la valeur entre le producteur de lait, la brique de lait et le consommateur. Ça n'a pas été parfait, mais ça a lancé quand même une dynamique. Et puis il y a des rencontres. Enfin, je crois que ce qui reste dans des temps, c'est des éleveurs. Je pense à Benoît Fanny, s'ils écoutent ce podcast, ils vont se reconnaître. Je les ai emmenés dans la démarche Équipe Patron, que tout le monde connaît maintenant, mais en 2017, c'était très peu connu encore. Et il y a des cas individuels où vous faites les bonnes connexions et puis il se produit cette magie de la vie qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en tout cas engagés, ils ont retrouvé beaucoup de fierté dans leur métier. Et ça, je crois qu'à chaque Noël, ils m'envoient un petit message et ça fait partie des choses qui restent en fait. Il y a de la frustration aussi, des choses que vous vouliez mettre en place qui n'ont pas abouti? Bien sûr. On se sent comment quand on porte un sujet comme ça aussi fort, qu'on met quand même sa vie personnelle de côté un certain temps avec les difficultés que vous nous avez racontées et de ne pas arriver à faire passer des choses qui nous semblent essentielles? C'est ce qu'on a fait le maximum pour. Moi, je me suis toujours dit, est-ce que tu as mis l'intensité là où tu pouvais la mettre? Est-ce que tu as essayé avec... Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas durer sur un tel niveau d'intensité.
Voilà, ça serait comme jouer la Champions League chaque soir. Dans l'actualité actuelle, on voit bien l'intensité du match. Donc je pense qu'il faut savoir y aller, garder cette dose d'envie. Parce que le pire, c'est que moi, je suis partie au moment où je sentais que je n'aurais plus cette croyance et cette capacité à faire bouger les choses. Et on peut rester pour plein de mauvaises raisons. C'est-à-dire ? Parce que vous êtes à des fonctions de pouvoir, d'influence. Et c'est le jeu politique. Hein. Et moi, j'avais toujours dit que j'irais et que je repartirais de la même manière. Et on y revient dans mes racines du 79, une question d'alignement, de se dire la politique n'est pas un métier. J'y rentrerai, j'en sortirai avec des convictions et des choses que j'ai envie de faire. Et on peut se perdre parce que, oui, le pouvoir est un endroit où les rapports humains sont très différents. Si vous recevez un agriculteur, ne serait-ce que dans le décorum de l'Élysée, le rapport change. Si je le vois sur sa ferme, il ne va pas me dire les mêmes choses. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai toujours gardé le même numéro de téléphone. Et j'ai plein d'agriculteurs qui ne sont jamais venus me voir à l'Élysée. Donc, c'était hyper important pour moi d'avoir ce rapport au terrain, cet ancrage qui vous donne les bons capteurs. Sinon, les lieux de pouvoir isolent et vous n'entendez plus rien. Et ça, c'est un vrai problème de ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même des politiciens c'est leur métier, ils font de la politique politicienne, on peut dire. Ils sont totalement peut-être déconnectés de cette réalité, comme vous êtes en train de l'évoquer. Ils sont plus assez sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent entendre les changements qui sont nécessaires ? Il y a quand même des députés qui sont dans leur circonscription, il y a les élus locaux, les maires, donc je distingue un peu les politiques très territoriales locales, vous avez un ancrage. Et je crois beaucoup dans un mandat, cet ancrage de terrain, il est important, parce qu'il vous laisse en prise avec les choses, et ça j'y crois énormément, effectivement. Et c'est pour ça que les allers-retours qu'ils sont, on est aussi très ambigu en tant que citoyen. Moi je venais du privé, j'avais travaillé pour l'industrie du vin, est-ce que j'allais être impartiale en allant dans des fonctions politiques? Et moi, je crois que c'est très sain de faire du public, du privé, de comprendre ce qu'est être chef d'entreprise, pouvoir donner de l'impact en politique. Mais il y a encore beaucoup, on le voit, de suspicion quand vous faites des parcours un peu atypiques et que vous allez du public au privé. Mais je crois qu'il faut être très décomplexé par rapport à ça. C'est une chance incroyable. Et inversement, quelle chance dans des entreprises privées d'avoir aussi des gens qui ont pu faire des passages en politique publique pour comprendre les enjeux. Mais on n'est pas très confortable dans notre culture française sur ces allers-retours. Et vous l'avez fait justement, le retour, puisque en 2019, c'était au Salon de l'Agriculture, en fait. Il y a eu un moment de déclic à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, ça doit être mon 3e ou 4e salon avec le président, parce qu'il y en avait eu un quand il était candidat, et on ouvre encore les titres sur la crise agricole, le faible niveau de revenus. Et le Salon de l'Agriculture, c'est 700 000 visiteurs, c'est 7 fois plus que Vivatech. Et quand il y a Vivatech, ils ouvrent sur « Venez dans la Startup Nation », c'est fantastique. Entreprenez dans la tech. Pour autant, je vous assure qu'il y a des startups qui ne vont pas toujours très bien, qu'il y a des patrons de startups qui peuvent faire des burn-out et ils ne font pas la une là-dessus. Et je me dis, c'est quand même dingue, encore une fois, dans ce pays de l'agriculture, qu'on n'arrive pas de manière apaisée à ouvrir un salon et à attirer déjà le message qu'on passe quand vous allumez la radio ne vous donne pas envie d'y aller. Parce qu'on entend quoi comme message en priorité ? Qu'il y a un suicide tous les 2 jours, qu'il y a des faibles revenus gagnés par rapport à un travail très dur. Et moi, je pense que, tristement, il y a une réalité qu'il ne faut pas nier. Pour autant, il y a aussi des entrepreneurs qui réussissent. Il y a aussi des moyens de transformer les choses, mais ce n'est pas forcément mis en avant dans ce moment-là, qui est pourtant un moment de valorisation des métiers agricoles. Et ça m'a un peu gênée. Je me suis dit, finalement, on n'a pas inversé ça, l'image de ce métier-là. Et je connais plein d'agriculteurs et d'agricultrices. Et quand je dis ça, je mets la précaution de ne pas nier ce qui ne va pas. Il y a de la souffrance, il y a des gens des drames. Mais il y a à côté de ça aussi des entrepreneurs qui réussissent, mais qu'on entend peu, qu'on met peu en avant. Et donc moi, je me suis dit, la façon d'agir, c'est d'essayer de travailler sur ce qu'est l'entrepreneuriat agricole. Redonner à ce métier-là sa dimension qui est être un chef d'entreprise. Et c'est là-dessus qu'Hectare est né. Donc, je quitte l'Élysée en juillet 2019. Juste après, ça a été le salon de trop, en fait ? Pas de trop, c'était vraiment décidé de ma part. Je savais qu'au bout de 3 ans, pour les raisons qu'on a vues d'intensité et de jeu, il fallait penser à autre chose. Et qu'à l'époque, la seule voie que je n'avais jamais empruntée, c'était l'entrepreneuriat, en fait. Passer des paroles aux actes.
C'est ça, en fait. Le secret aujourd'hui, c'est peut-être de passer de la parole aux actes. Et Hectare s'est construit comment, en fait? Parce que après avoir eu tout ce passé-là et l'aventure en politique, comment est-ce qu'on lance Hectare? Et déjà, qu'est-ce que c'est Hectare, concrètement? Alors, Hectare, c'est une association d'intérêt général qui se matérialise par une ferme pilote qui est aux portes de Paris sur 600 hectares. Et on a vraiment cette vocation d'attirer des talents pour reprendre des fermes, de le faire avec les codes de notre temps, pour revenir sur la place de la tech, de l'intelligence artificielle dans ces métiers-là demain. Et puis aussi de faire bouger les lignes dans les entreprises. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, qui est quand vous mangez un morceau de baguette de pain. On est français, donc on mange encore un peu de baguette de pain. Si vous voulez un morceau de pain zéro carbone, il y a la moitié des gaz à effet de serre de ce morceau de pain qui viennent de la façon dont je fais le blé dans ma ferme ou ce que d'autres font. J'aurais pu le prendre sur de la cosmétique, j'aurais pu le prendre sur du bâtiment. Tout le monde est en train de se rendre compte, dans ces enjeux dont on entend parler de décarbonation, que la plupart des aliments, des matières premières pour le textile, pour le bâtiment, pour la cosmétique, ont un lien avec nos champs. Et donc, il y a aussi un rôle, je trouve, des entreprises de relocaliser des productions, de les emmener dans des modes de conception plus durables. Et l'agriculture va être un énorme atout. Donc, je suis à la croisée de ces mondes, d'attirer des jeunes à reprendre des fermes et accompagner des décideurs, des chefs d'entreprise dans leur stratégie de créer des nouveaux modèles relocalisés, attractifs, pour qu'on puisse répondre à ce double défi du renouvellement des générations et du climat. C'est ce que je fais avec Hectare, et on le fait par des programmes de formation, par un lieu de séminaire et par une vraie ferme, ce qui n'était pas ma zone de confort aussi, d'être à la tête d'une ferme avec tout ce que ça implique en responsabilité, mais qui a donné beaucoup de légitimité au projet. Alors ça démarre comment un projet comme ça? Parce que ça semble titanesque. Quand vous partez de la politique, vous écrivez ce projet, c'était une vision que vous aviez depuis longtemps, que vous portiez depuis longtemps? J'avais la vision, j'ai la chance d'être entourée de pas mal d'entrepreneurs. Et certains m'ont donné un très bon conseil qui est de dire tu peux faire pour les banques tous les prévisionnels, ce que j'ai très bien fait une nouvelle fois, mais mets les valeurs, c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu ne dérogeras pas quand ton projet va être lancé. Qu'est-ce qui fait que tu tiendras et que tu t'entoureras des bonnes personnes? Et sur le moment, j'ai légèrement souri, mais je l'ai fait. Et je peux vous dire que j'emmène ce bateau qui est Hectare sur une belle destination, qui n'était pas le port initial, mais on fait une très belle traversée. Et je me suis jamais trompée de route, ni pris la marée, si je puis dire, parce que je suis restée alignée là-dessus. Quitte à dire non à des partenariats au début, parce que pas alignée sur mes valeurs, etc. Et c'est vrai que j'ai découvert, on va dire, 2 choses dans l'entrepreneuriat. La première, c'est être un absorbeur de choc et un diffuseur de confiance. J'ai pas trouvé mieux, mais j'y étais ce matin avant de venir ici. Je sais tout ce qui ne marche pas opérationnellement. Oui. Et en même temps, j'ai dit à l'équipe, en 2030, on sera là. Donc, c'est cette capacité à régler des problèmes du quotidien sans perdre la grande histoire et où on va tous ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je reconnais dans tous les entrepreneurs. Cette capacité à absorber des chocs quotidiens et à toujours garder le cap. Et j'ai appris aussi 3 choses. Quand j'ai fait Hectare, j'avais la vision. Et ça, je ne l'ai pas perdu de ce que je voulais faire et impacter. Après, il faut trouver des financements et il faut trouver une équipe. Et les 3 fonctionnent rarement en symbiose. Donc voilà, c'est un espèce de tabouret, l'entrepreneuriat, sur lesquels on essaye d'être en équilibre permanent. Et il ne faut pas perdre la vision, sinon vous ne trouverez jamais d'investisseurs et encore moins une équipe. Alors vous l'avez trouvé assez vite, en fait, l'investisseur. C'est Xavier Niel. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé, cette rencontre avec lui? Alors, comme il le dit souvent, et j'en suis la preuve, je suis allée le rencontrer, je l'avais vu qu'une fois avant, et j'ai eu 1 heure de pitch sur le projet, et il a dit oui, et il n'en a jamais dérogé. Donc, je crois qu'il faut saluer quand on a aussi des entrepreneurs comme lui, aussi audacieux de soutenir des projets. Et il l'a fait sur le côté social, comme il le fait avec l'école 42. Quand j'ai donné les chiffres, 160 000 fermes à reprendre, 70 000 emplois non pourvus, 50% du territoire, enfin, on a un bassin d'emploi incroyable. Et je crois qu'on a eu la chance très vite de faire la une du New York Times grâce à lui. Et, c'est vrai? Et c'est incroyable. Il y a nos vaches qui sont dans le New York Times. Ça existe avec Hectare. Et il a l'art de la formule. Et il avait dit avec Hectare, c'était « Make agriculture sexy again ». Et je pense que ça résume assez bien à la fois ce qu'il a dit et ce qu'on veut faire. C'est exactement ça. Donc les vaches de la ferme Hectare ont fait la une du New York Times. La vie est inventive et assez incroyable quand même. Mais pas Audrey.
Non, c'était notre vétérinaire qui était avec le troupeau ce jour-là, mais on y était, mais pas avec les vaches. C'est peut-être un moment où j'aurais dû capter plus intensément. Non, mais c'est génial. Et en plus, grâce à Xavier Niel, on a eu un attrait auprès de jeunes. On a fait depuis l'ouverture, donc on a 4 ans d'existence, 20 000 personnes, 2 000 jeunes sont venus. D'accord. Et je sais que les victoires de l'équipe, c'est quoi réussir aussi un projet, quand on me dit comment tu sais si ça va marcher, etc. J'ai autant de plaisir à avoir une femme qu'on a transformée grâce à un programme sur le leadership au féminin qu'un stagiaire de 3e qui, l'année dernière, a dit à Clémentine dans mon équipe, l'agriculture, c'est stylé. Pas mal. Et je suis lancée dans les études agricoles. C'est la journée, c'est génial, c'est ça, en fait. Entreprendre, c'est avoir des points d'impact, transformer des vies. Peut-être pas à la même intensité internationale que la politique, mais c'est tellement utile. Et ça, je le retrouve dans la chance d'avoir un investisseur qui a cru en moi, qui a cru en ce projet et qui nous a soutenus sans faille. Donc, quelle chance j'ai aujourd'hui de pouvoir mener à bien une vision avec de la sérénité aussi. Parce qu'en plus, le modèle d'hectare, il est particulier. C'est-à-dire que vous voulez prouver qu'on peut avoir un modèle économique. Quelque part, c'est des sortes de start-up d'agriculteurs que vous êtes en train de mettre en place pour leur montrer en fait que ça peut être possible de rendre viable économiquement le fait d'avoir une ferme et d'avoir une vie à côté. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est l'épuisement en fait des personnes qui travaillent dans le monde de l'agriculture. Un peu comme vous l'expliquiez au début avec vos grands-parents, où c'était un mode de vie et pas forcément juste un travail. Exactement. Et c'est peut-être dans mon projet d'entreprise, je suis rentrée beaucoup sur la transition, le carbone, l'agriculture qu'on appelle régénératrice aujourd'hui. Et de plus en plus, je me rends compte que si on ne règle pas si on ne règle pas ce sujet social, en fait, vous rajoutez, quand vous demandez à un agriculteur d'aller vers une transition environnementale, vous rajoutez plus de complexité dans ses pratiques, dans la manière dont il doit cultiver ses champs, alors que son quotidien, sa charge mentale, ne lui permet même pas de se projeter. Et en fait, en ayant nous-mêmes une ferme chez Hectare, je peux vous dire que j'avais fait pas mal de choses avant. Mais peut-être à la tête d'une ferme, il y a la météo qui joue pas toujours avec vous, des fenêtres météo, des structures de coûts très tendues. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout les mêmes process que dans une entreprise classique sur le temps de travail. En fait, encore une fois, c'était un mode de vie. La valeur travail était au centre de la famille et donc on comptait pas son temps. Quand vous commencez à compter le temps, quand vous avez comme nous des salariés, on se rend compte que attirer des salariés, les rémunérer. Aujourd'hui, nos salariés ont le choix d'être dans la ferme Hectare à 35 minutes de Paris ou d'être quelques kilomètres plus loin où il y a plein de métiers en tension. Pourquoi ils viendraient travailler dans notre ferme ? Qu'est-ce qu'on offre ? Et donc tout ce sujet qu'on appelle dans plein d'autres entreprises la marque employeur, on en est au début dans la compréhension, la perception même de l'agriculture. Et puis, je me suis rendu compte, en intervenant encore il y a quelques semaines dans des écoles excellentes d'agronomie ou technique, que c'est souvent un volet qui est oublié. L'ergonomie au travail, le port de charge, comment on accueille, comment on n'est pas homme ou femme clé qui a tout le savoir. C'était ça aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on apprend aussi dans nos programmes de formation, c'est travailler comme tout chef d'entreprise, comme un accélérateur d'entrepreneurs, à tenir dans le temps. Mais on vous dit quoi dans le milieu lorsque vous abordez le sujet de cette façon ? En fait, je pense que c'est très perçu. Là, dans quelques jours, je vais être face à des éleveurs. Quand vous parlez de ce sujet-là, il est au cœur de tout. Parce que ce qu'on appelle la charge mentale, qui a été verbalisée dans d'autres secteurs, c'est quelque chose encore d'assez tabou dans le monde agricole. Il y a, alors moi j'aime bien quand j'ai pas des réponses, aller regarder du côté des arts, de la sociologie, ce que ça nous raconte. Et on est allé faire une étude sur 5 siècles d'œuvres d'art, comment était représenté l'agriculteur ou l'agricultrice dans les films, les livres. C'est un rapport quand même toujours au labeur, jamais un rôle très gratifiant dans les séries. Donc je lance un appel à la création. Mettez des films avec des agriculteurs qui sont des héros et des stars, pas toujours. Voilà. Les seules émissions de télé, je suis navrée, mais ne sont pas très flatteuses. Pour les agriculteurs et agricultrices, comme si nous avons tous besoin d'aller à la télé pour trouver un compagnon ou une compagne. Et ça marche très bien quand même. Ça marche quand même très bien, mais oui. Ça n'a pas donné forcément une image la plus flatteuse pour moi, en tout cas, de ce qu'est l'agriculture. Mais on n'a pas eu notre top chef. Et donc, plus sérieusement, il y a une valeur travail qui était au centre de ce mode de vie et de cette famille. Et quand on touche à ça, c'est comment on arrive à aussi
assumer, et là je renvoie un peu le message aux agriculteurs et aux agricultrices, que oui, on a le droit à des vacances, que oui, sa ferme ne peut pas dépendre que de soi. Il n'y a pas une ferme en France, si j'enlève les petites fermes en maraîchage, donc on va dire une petite ferme en volaille, une petite ferme en céréales, qui ne va pas demander au moins 1 million d'euros d'investissement. Si je compare ça à d'autres secteurs, personne ne se dit « je ne prendrai jamais de vacances, je vais tout rembourser et tout repose sur moi ». Ça n'existe pas dans d'autres secteurs. Donc si on fait ce transfert sur d'autres industries, il faut s'entourer, il faut savoir durer dans le temps. C'est des investissements souvent entre 15 et 20 ans quand on entreprend dans l'agriculture. Et donc il faut être robuste, performant aussi socialement, pas qu'au niveau de l'environnement. Mais pourtant j'ai du mal à me dire que lorsque vous rencontrez des personnes qui de génération en génération sont agriculteurs, ils travaillent leur terre d'une certaine manière, avec une certaine vision. Vous êtes une femme, vous venez de la grande distribution du monde de la politique et vous leur dites qu'il y a une autre façon peut-être de travailler. Est-ce que c'est entendable pour eux ? Est-ce que vous avez eu des freins, du rejet par rapport à votre vision ? Je pense qu'on s'adresse à la nouvelle génération qui arrive. Ce message, il est très fort sur les gens qui sont installés depuis 3 à 5 ans. Ceux dont vous me parlez, c'est très dur quand vous avez une vie construite autour de « sans moi, ça ne marche pas, je suis indispensable » de changer. C'est impossible. Et c'est la même chose sur la transition environnementale. Quand il vous reste 5 ans à faire, quel est votre intérêt à agir ? Il y en a très peu aujourd'hui. Il n'y a pas d'état des lieux d'une terre comme un appartement où vous allez gagner plus si vous en prenez soin. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, j'allais dire, Hectare s'est positionné pour la future génération. Et aujourd'hui, ceux qui s'adressent à nous sont des gens plutôt de 35 ans, à peu près 30-35 ans, qui sont après 3-5 ans d'installation où ça commence à toucher aux équilibres de vie et qui ont entendu parler de ce programme-là et sur lesquels on peut agir efficacement. On a un programme aussi plutôt qui est sur la reprise de ferme. Et un peu comme moi, quand j'ai repris la ferme, je me suis dit, non mais attends, ça va aller, on va tout gérer, aucun problème, c'est facile, administratif. Voilà. Et donc je trouve que ce programme-là sur charge mentale, équilibre de vie, il intervient plutôt après 3-5 ans d'installation. Je vais redonner un chiffre qui est intéressant, il n'y a plus que 18% d'agriculteurs qui travaillent en couple sur leur exploitation. Alors qu'avant, c'était plutôt la norme. C'était plutôt la norme. Et donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des femmes et des hommes dont le conjoint ou la conjointe travaille dans un autre secteur, a des vacances. Et donc, ce que vous acceptez, ce que j'ai fait aussi dans des phases qu'on appelle pionnières dans l'entrepreneuriat sur les 0-3 ans, vous ne le ferez pas 15 ou 17 ans. Vous ne le ferez pas pour vous-même, déjà je le souhaite à personne, et vous ne le ferez pas pour des équilibres de vie. Donc au bout de 3 ans, quand le projet commence à être lancé, 3-5 ans, et qu'on voit qu'on n'a pas réglé ça, c'est des moments opportuns pour venir en tout cas faire ce programme-là. Et sur le programme Leadership au féminin, on voit très vite que les femmes agricultrices que nous formons sont souvent celles sur les exploitations qui ont cette charge administrative. C'est 9 heures par semaine sur une ferme. Et donc, comment on peut être performant aussi, s'améliorer, mettre en place des choses pour alléger cette charge administrative. Alors, comment est-ce que ça marche, justement, lorsque je veux, moi, peut-être changer de métier, changer de carrière, me lancer dans la reprise d'une ferme ou faire quelque chose où je suis déjà avec ma ferme et je viens voir Hectare, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Alors, on a donc les programmes qui peuvent être soit au début de la reprise de votre exploitation, soit pendant, soit sur certaines compétences. Il y a toujours une journée sur le site parce qu'on essaye de mettre des groupes de personnes, vous l'avez dit vous-même, mais alors comment êtes-vous perçu, qui vous regarde ? Et en fait, on montre que finalement, il y a toujours un petit groupe de 10-15 dans ces formations qui se posent les mêmes questions et qui sont sur le même cheminement. Donc ça, c'est important pour nous d'avoir cette journée d'ancrage sur notre ferme parce qu'en plus, on peut rendre visuel tout ce qu'on a mis en place pour faciliter, fluidifier le travail avec nos salariés. Donc ça, c'est important. Et après, on vous fait un coaching vraiment individualisé, c'est-à-dire que j'ai la chance, vous l'avez dit, d'avoir 15-20 ans de réseau agricole dans ma carrière. Et je vais chercher des agriculteurs qui ont réussi. Ce sont nos héros, nos rôles modèles. Et donc, je vais vous connecter avec 10 agriculteurs qui auront une ferme à peu près similaire à ce que vous voulez faire ou des compétences sur l'organisation du travail, sur l'économie. Et on le fait via un outil en ligne. Il y en a, je peux pas faire comme des Doctolib un peu. Vous avez les généralistes et les spécialistes et donc vous avez aussi un accompagnement et c'est super de pouvoir rencontrer 10 agriculteurs qui ont réussi et on rémunère ces agriculteurs qui sont nos coachs parce que c'est bien normal. Ils nous donnent du temps, ils partagent leur savoir, leur ratio économique et donc entre cette journée présentielle, ce coaching individualisé, vous avez déjà un peu de robustesse pour après
vous dire j'y vais pas, et on sécurise pas mal de parcours de cette manière-là. La clé, c'est la transmission, c'est de faire rencontrer des gens qui ont réussi à avoir cet équilibre et un modèle économique viable aussi, et à permettre aux autres de se lancer, de pouvoir suivre un peu les traces. Il y a une sorte de modèle duplicable, en fait. Oui, c'est duplicable, c'est transmissible. Ça se fait dans plein d'autres secteurs. En fait, ce que j'ai appliqué à Hectare, si vous parlez à d'autres secteurs de l'entrepreneuriat, on incube les startups, on se fait coacher quand on a un entrepreneur. C'est les mêmes principes. Finalement, pour moi, ça a été, avec Hectare, de reprendre les codes qui ont fonctionné dans d'autres secteurs de l'entrepreneuriat et les appliquer à l'agriculture. C'est ça ce que je fais aujourd'hui. Des programmes leadership au féminin comme celui que nous faisons, il existe dans d'autres secteurs. Et je vois pas pourquoi les agricultrices n'y auraient pas le droit. Accélérer un porteur de projet, ça se fait dans plein d'outils d'aide à la création d'entreprises. Ça n'enlève en rien un excellent enseignement agronomique technique, mais à un moment donné, lever des fonds pour sa ferme, c'est une discipline un peu différente. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire ce parcours parce qu'il est individuel à toute étape de vie et de projet. On a des personnes qui se questionnent en disant est-ce que j'y retourne ? Je viens d'une famille d'agriculteurs, la ferme est en train d'être laissée. Est-ce que j'ai un job confortable à Paris ? Est-ce que je me lance ou pas ? Et on va quelquefois donner le petit coup d'épaule qui permet à des gens incroyables, je pense à Esther, qui est repartie reprendre un vignoble familial après une carrière à Paris, de dire oui, tu peux y aller, tu es légitime, fonce. Et puis d'autres qui sont au stade de l'idée et on voit que finalement, ne pas y aller, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut leur donner. Donc, on est vraiment très juste dans l'analyse qu'on peut faire des projets. Vous me disiez, quand on avait un peu échangé ensemble avant, qu'il y avait des femmes qui vous écrivaient pour dire que vous avez changé leur vie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Lorsque vous recevez ce type de message, quelle était leur histoire et comment est-ce que vous l'avez perçu ? Alors, c'est un des programmes qui me touche émotionnellement le plus. Parce que c'est vraiment parti d'une idée simple qui était pourquoi dans le secteur agricole, il n'y a pas une formation tout au long de la vie et qu'est-ce que j'ai eu ? Vous avez dit que j'ai eu un parcours assez varié et quels ont été les déclencheurs pour s'autoriser à. Et j'ai eu une coach qui est venue un jour parce que j'avais été détectée dans une entreprise comme une femme à potentiel et qui m'a donné une formation sur comment faire carrière, comment faire son réseau, comment comprendre les stéréotypes de genre. Et j'ai eu la chance d'avoir cette boîte à outils, je le redis, cette formation très tôt, et ça m'a rendu un service dingue. Et quand j'ai fait Hectare, dans ce que j'avais envie de rendre, parce que c'est ça aussi, entreprendre, c'est des choses, des programmes où on se dit qu'est-ce qui est utile. Et je l'ai testé sur un petit groupe d'agricultrices, et ça a super bien fonctionné. On en est à la 50e promotion, on est soutenu par Engie pour le faire sur leur programme dédié aux femmes. Et ça, c'est important parce que c'est un programme que je veux gratuit pour elles. C'est essentiel. Elles nous donnent déjà du temps. Elles viennent jusqu'à notre ferme à Paris. Et effectivement, j'en sors souvent en pleurant parce que j'ai eu soit des messages, soit des transformations en 5 semaines. La dernière session, une des femmes, au bout de 5 semaines, me dit « Je suis revenue de farmer en reprenant la ferme de mon père et bientôt celle de mon cousin, alors qu'il y a 5 semaines, j'allais tout arrêter. » Et je me suis rendu compte, parce que j'osais pas prendre ma place, j'osais pas demander, c'était un non-dit avec mon père. Et je savais pas s'il pensait que j'étais légitime. Et aujourd'hui, je reprends, quoi. Et il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé en 5 semaines ? Et du coup, mon cousin, qui ne savait pas à qui transmettre, est venu. Il m'a dit, mais attends, mais moi aussi, je suis presque à la retraite. Tu vois, si t'as les deux, on est voisins, ça peut permettre, et on te sent légitime. Et c'est ce petit coup d'épaule, je le redis souvent sur une femme que j'admire beaucoup, qui est arrivée en disant qu'elle était maraîchère. Elle gère 150 producteurs de tomates en France. C'est une patronne d'industrie de la tomate en France. Elle signe des cautions personnelles avec sa coopérative. Juste le dire, en fait. Elle fait 10% de la tomate française. Enfin, c'est des parcours incroyables, mais juste avec une modestie, une humilité très forte, le dire n'enlève rien aux autres. Et quelle carrière ! Et c'est un peu aussi cette mise en lumière de femmes qui sont incroyables. Et ce qui est très formidable, c'est quand on les réunit, elles ne parlent pas forcément de leur pratique, etc. Elles parlent en tant que chef d'entreprise d'un territoire. Et ça, c'est leur redonner juste ce qu'elles méritent et les outiller pour être plus visibles médiatiquement aussi. Vous dites que vous en sortez parfois en pleurant. Pourquoi est-ce que ça vous touche à ce point-là ? Parce que je vois la transformation, je repense à une jeune femme qui est arrivée et moi, j'essaye de ne pas être intrusive dans ce programme parce que l'ayant fait moi-même, je sais que ça touche beaucoup de choses quand on se remet en cause sur « mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant ?» Mais en fait, j'aurais pu prétendre à tel poste, mais je ne savais pas faire mon réseau. Et je me rappelle d'une éleveuse qui, je les revois souvent tout le temps le jour 1 et après 5 semaines, et qui arrive et qui me dit « vous remarquez rien, je me suis autorisée 1 heure pour moi, prendre soin de moi, j'ai compris qu'effectivement, j'allais être
chef d'entreprise pendant 17 ans. Je suis allée regarder une tenue pour venir là. J'ai fait 1 heure, attention à moi. Et en plus, vous savez quoi, je vais faire une pub télévision pour valoriser mon métier parce que je me suis autorisée à prendre mon téléphone et être reconnue pour le faire. Je me dis, c'est super, on a déclenché et je trouve que c'est touchant parce qu'il y a beaucoup de sincérité et de se dire avant-après. C'était une mère de jeune famille et elle s'est dit, je vais pas durer en fait. Si je ne pense pas et si je m'oublie totalement, je ne serai pas une bonne chef d'entreprise et je ne serai peut-être pas non plus à la hauteur des enjeux qui vont s'adresser à moi. Donc, c'est des petites choses, vous voyez, mais de dire, un jour, il y a un éleveur d'un programme qui m'a dit, depuis que j'ai fait cette formation, je remarche la tête haute. Je suis arrivée, je baissais, je courbais les chines et j'ai retrouvé de la dignité, de la fierté. Enfin, ça vaut... Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? Parce que, en fait, ce milieu, encore une fois, d'où je viens, je pense que j'ai aussi ce côté de traductrice des codes. On vous le dit peu. Aujourd'hui, la valorisation... je prends souvent ce parallèle. J'ai fait un dîner récemment à côté d'une grande femme capitaine d'industrie dans le ciment. Et quand je dis que je suis dans l'agriculture, il y a un regard assez condescendant où on me demande si moi-même je sais semer. Est-ce que ça a été pour venir jusqu'en ville ? Et si je fais moi-même les travaux. Non, mais il y a quand même un imaginaire autour de l'agriculteur qui serait pas forcément le premier de la classe et qui est pas forcément un patron de sa boîte, quoi. Et c'est faux. Et donc, juste dire, on s'arrête 2 secondes dans votre village, regardez les capitaux que vous avez sur les épaules, ce que vous faites dans les paysages, dans la capacité de nourrir 3 fois par jour les concitoyens, on peut juste se dire que c'est fantastique. Et redonner ce sens-là profond, ça redonne énormément de sens et de fierté. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la crise agricole, il y a un peu cette crise d'identité qui se ressent. Et c'est un fabuleux métier. Et il faut juste le remettre à sa pleine valeur, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire, petite touche par petite touche, vie par vie. Mais quand on y arrive, c'est gratifiant. Et comment est-ce que vous arrivez à tenir sur la distance tout ça ? Parce qu'on voit que vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, que justement, vous évoquiez tout à l'heure cette femme qui avait réussi à prendre 1 heure pour elle. Vous arrivez à prendre du temps pour vous. Et est-ce que parfois vous ne vous sentez pas épuisé peut-être par la tâche que vous devez accomplir aujourd'hui ? Non. Déjà, quand on entreprend, on a le choix d'entreprendre ou pas. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai choisi, pas subi. Donc, quelle chance ! J'ai un investisseur incroyable, j'ai une équipe formidable. Donc, jamais je ne me plaindrai de ce choix-là parce que c'est moi qui l'ai voulu et qui le fais. Aujourd'hui, je sors d'une phase un peu pionnière, j'ai une équipe super. Donc, pour moi, c'est comment, autour de moi, j'ai su aussi m'entourer de personnes qui partagent ces valeurs. Et l'énergie, je l'ai toujours eue, en fait. Ce que je suis, c'est ça, avoir envie de créer, d'influencer sur le cours des choses et de me sentir utile. Comme, j'allais dire, énormément de personnes dans ce pays qui, chaque jour, pas par pas, oui, on pourrait me dire, mais tu penses pas être en train de vider l'océan avec une petite cuillère à café ? Mais écoutez, si je fais un joli service de cuillère à café, j'aurais servi à quelque chose dans ma vie, parce que c'est génial. Enfin voilà, une vie par une vie, c'est sûr que c'est... Et les deux sont nécessaires. Ça pourrait paraître dingue, mais si chaque chef d'entreprise aujourd'hui fait ce travail-là, en donnant un job à quelqu'un, en donnant un conseil. Ces métiers sont au cœur de l'utilité. Et je crois que quand aujourd'hui vous parlez à des entrepreneurs de territoire, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on a une image assez biaisée entre le CAC 40 et les patrons de start-up. Mais dans ce pays, il y a tout le socle qu'on a vu pendant le Covid aussi d'entrepreneurs de territoire qui créent 10, 15, 20 jobs dont c'est le propre argent, c'est leur investissement. Et on doit aussi montrer ce qu'ils apportent encore une fois dans la ruralité, aller entreprendre dans des territoires, trouver des salariés. Je le dis souvent, on a 16 000 entreprises agroalimentaires en France. 16 000 quand même. Des PME de 10, 15, 20 salariés qui transforment des produits agricoles, c'est une richesse, elles sont dans les territoires. Relocaliser ces maillons-là, c'est hyper important. Quand on entend qu'on importe la moitié de notre poulet, ce n'est pas une fatalité. On peut retransformer du poulet en France, il faut un industriel qui va le faire, accepter quand on est citoyen aussi que les paysages changent, réindustrialiser notre pays, c'est pas mal. Voilà, vous voyez aussi, je crois, un énorme soutien des personnes qui vont peut-être nous écouter à l'agriculture, mais l'agriculture, c'est un métier qui façonne les paysages, qui recrée du flux, qui peut demain demander de réinvestir dans des maillons de la transformation. Donc oui, il faut le voir non pas comme quelque chose d'immuable,
mais comme une industrie en mouvement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans des tensions de la nature en partage, des contradictions, citoyens-consommateurs. On le voit sur les énergies vertes. Demain, une source de revenus sur nos fermes peut être des panneaux solaires. Il y a des ombrières photovoltaïques. C'est des sujets qui ne sont pas du tout consensuels dans la société, qui pour autant peuvent ramener du revenu aux agriculteurs. Donc, voilà, il faut faire le pas de côté. Est-ce qu'on veut remanger français, garder notre souveraineté ? Qu'est-ce que ça impacte ? Nos paysages, ils se sont toujours transformés et c'est OK en fait. Justement, vous travaillez sur ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Vraiment une agriculture biologique qui respecte le sol, le vivant. Comment est-ce que vous percevez le retour en arrière avec les pesticides, par exemple, possible ? Est-ce que vous vous dites qu'il fallait peut-être rester en politique pour empêcher que de telles choses arrivent ? Ou vous pensez vraiment que d'être présente sur le territoire, c'est essentiel ? Il faut à un moment changer les mentalités et aller chercher chaque agriculteur pour essayer de lui montrer qu'un autre modèle est possible. Alors, moi, ce que je vais chercher, c'est les entreprises. Parce qu'elles ont un rôle à jouer. On reçoit beaucoup d'entreprises ce matin. Et il y a quand même, au-delà des lois françaises, il y a aujourd'hui le pouvoir, il va être aussi dans la finance et dans les entreprises. Il y a une directive européenne, désolée pour l'acronyme, qui s'appelle la CSRD, qui demande en fait à toutes les entreprises cotées, les grandes entreprises, dont certains groupes agroalimentaires, mais aussi cosmétiques ou de boissons qui sont en lien avec l'agriculture, de ne pas juste publier leurs chiffres financiers, mais aussi ce qu'elles font pour le carbone, la biodiversité. Et donc, indépendamment des lois, qui sont un peu des soubresauts de phénomènes, moi je sens qu'il y a quand même des groupes, dont les investisseurs, dont la finance, leur a demandé clairement de prendre des engagements dans le temps. Et je crois que c'est aussi par là qu'on va transformer les choses. On le voit, les temps politiques fluctuent entre ce qui s'est passé en 2017, ce qui se passe maintenant. Et l'agriculteur, il n'a pas un annulaire en place et il ne suit pas la loi. Moi, je le dis souvent, si je reprends ma casquette de productrice de céréales, quand on me parle de 2050, il me reste 24 essais dans les champs. Je sème une fois du blé, je le moissonne une fois. Et jongler entre des lois qui alternent, c'est pas évident. En revanche, si j'ai un partenariat sur un blé bas carbone régénératif avec une coopérative, un industriel du pain, etc., ça va me sécuriser dans le fait que je vais avoir envie de changer, en fait. Concrètement, ça donne quoi, en fait ? Parce que je me rappelle quand on en avait échangé un petit peu ensemble, vous me parliez des parfums pour une grande marque. Et le parfum, vous pouvez le faire différemment en aidant l'agriculteur, en fait, à pouvoir produire, comme on est en train d'en discuter là, de façon plus biologique, en respectant le sol. Comment est-ce que ça fonctionne ? Nous, on a relocalisé du bleuet en Île-de-France, qui ne demande pas d'eau, et donc ça veut dire diversifier ses productions. On vient d'un héritage, donc la famille, et puis de bassins de production qui ont été très spécialisés. L'Île-de-France, c'est plutôt un bassin céréalier. Nous, on a remis de la fleur, on a remis en plus du yaourt, et là, bientôt, on va remettre du miel. Donc, on peut, sur une ferme, se rediversifier, sauf que je n'aurais jamais remis du bleuet sans une grande marque qui m'assure de prendre le débouché à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour moi, en tant qu'agricultrice, réapprendre une nouvelle production, donc chercher de l'expertise, de l'agronomie, trouver une salariée qui va le faire. Si je n'ai pas la certitude de le vendre, je n'irai pas en fait. Là, ça coûte très cher en plus de se transformer. C'est pas... Là, on va le faire sur de la myrtille. Pourquoi j'ai pas parlé beaucoup de tech, mais sur la myrtille, il y a eu dans certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, certaines exploitations dont 40% des fruits de myrtille n'ont pas été récoltés faute de main-d'œuvre saisonnière. Nous, on a trouvé un robot cueilleur, qui est une marque européenne, ce qui fait qu'il faut que je plante mes pieds de myrtille un peu différemment. On va le faire en septembre-octobre, parce que je pense qu'on aura des enjeux aussi de trouver des personnes qui, l'été, vont venir cueillir des fruits, etc. Donc là, on a un robot, on a envie de l'essayer. Le risque que je prends en septembre, qui va être entre 4 et 500 000 euros d'investissement pour planter des pieds de myrtille. Vous imaginez la prise de risque. Les premiers fruits, je les ai dans 3 ans. Si j'ai pas dès maintenant un partenaire qui me dit dans 3 ans, Audrey, je serai là pour prendre les myrtilles, je ne les mets même pas en fait. Donc ce rapport, je disais autant, c'est des investissements lourds qui ne sont pas en plus irréversibles. Une fois que vous avez mis vos plants de myrtilles, ils sont là pour un certain temps. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce que j'appelle la chaîne de valeur. Des agriculteurs, on sait faire. Je veux dire, tous ceux qui nous écoutent, on sait faire de l'agriculture neutre en carbone, on sait faire du durable, mais en face, il faut qu'on ait des débouchés qui nous permettent de passer ces structures de coûts. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, on a des produits qui sont issus de nos champs pour nous nourrir, et c'est là où c'est le plus dur, en fait, de passer cette transition environnementale et sociale. La baguette de pain, elle va pas augmenter beaucoup en prix, donc je peux faire un super blé zéro carbone. Le blé, c'est un marché coté en bourse, je n'en choisis pas le prix. En revanche, les filières de la cosmétique,
du bâtiment, etc., on a plus de marge et donc on peut plus relocaliser ces productions et ça nous donne de la respiration, de la marge en tant qu'agriculteur. Encore faut-il prendre le risque, créer ces modèles-là, la formation qui va avec, et c'est ce qu'on fait chez Hectare. Ça signifie qu'on passe beaucoup de temps quand même, j'ai l'impression, à opposer le monde de l'entreprise et puis le monde écologique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des ponts, se parler, parce que c'est en s'entraidant finalement que les choses pourront vraiment avancer. C'est en s'entraidant, c'est aussi une prise de conscience à la fois. Donc il y a eu cette directive qui a quand même engagé ce mouvement des entreprises vers plus de durabilité. Ça c'est évident et moi je l'ai ressenti il y a 2 ans que cette CSRD a permis aux entreprises de s'engager. Il y a aussi autre chose aujourd'hui, quand vous êtes un grand groupe, côté haut, il faut attirer des talents. Et aujourd'hui, la génération Z, ça va être 30% de la main-d'œuvre qui va arriver sur le marché du travail. Et les jeunes diplômés, ils choisissent aussi les entreprises qui sont sincères dans leurs engagements. Et je crois qu'il y a aussi ce mouvement de grands groupes qui ont compris que demain, on ne peut pas faire du greenwashing. On est obligé d'avoir des preuves. Aujourd'hui, il y a une transparence qui est demandée autre que financière dans ces groupes-là. Et je crois que c'est un moyen aussi de réengager des jeunes dans ces grands groupes pour venir travailler. Donc, moi, j'y vois une source d'opportunité. Il y a eu un peu, effectivement, le jeu de la directive européenne. Donc là, le politique est utile. La jeunesse, le marché de l'emploi, là, c'est encore un peu en train de changer, mais on a vu qu'il y a des tensions sur l'emploi. Donc, ça nous questionne en tant que chef d'entreprise. Et donc, si vous êtes une marque sincèrement engagée, vous allez avoir de la performance. Et je pense que ce n'est pas opposer la performance économique et la durabilité. Aujourd'hui, on a 25% de nos sols agricoles qui souffrent d'érosion, qui sont dégradés, qui demain seront peut-être plus productifs. Donc, l'agriculture régénérative, c'est pas une coquetterie, c'est garder des sols en vie pour qu'ils continuent à nous nourrir, à nous donner des matières premières. Donc, il y a aussi une prise de conscience que le sol, c'est un patrimoine vivant et on doit en prendre soin et on a la capacité de le faire en tant qu'agriculteur. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise avec Hectare ces dernières années ? Quand on entreprend, on ne peut pas se cacher. On peut se cacher en politique ? On peut toujours dire on peut toujours essayer de dire que finalement, c'est pas vraiment ce qu'on avait dit ou autre, ou que quand vous êtes entrepreneur, emmener des gens avec soi, c'est une responsabilité énorme. Moi, j'emmène une équipe, des gens me font confiance, et donc on peut pas trahir. Si on veut en tout cas avoir une entreprise alignée, durable, aujourd'hui, on ne peut pas tricher quand on est chef d'entreprise. Voilà. Ce que je reprends, c'est cet alignement. Moi, je l'ai senti vraiment. Et puis, peut-être par rapport à avant, le partage de la décision aussi. Expliquer où on va, expliquer qu'on n'a pas vraiment réussi à atteindre l'objectif, pourquoi. Il y a besoin, en tout cas, d'un management de son temps pour emmener des jeunes. Moi, j'ai une équipe très jeune. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est aussi d'avoir un cap clair et de leur laisser un territoire d'expression pour emmener Hectare au-delà de ce que même j'avais imaginé. Alors, on veut emmener Hectare où ? Écoute, on a 4 ans, donc on est encore en cours maternelle, donc on va déjà bien marcher, puis après on va courir. L'idée, c'est de s'ouvrir aussi au niveau national, peut-être ? International, on a eu plein de demandes, mais j'ai international, carrément. Moi, je disais national, c'est trop petit. Non, il faut voir grand. Non, mais on a eu énormément de demandes. C'est ce qui me touche aussi. Après, on a 4 ans, il faut asseoir les choses. Mais je trouve que c'est un super projet qui a emmené des personnes incroyables autour de moi. Et c'est aussi à eux d'écrire les chapitres suivants. Je vais finir ce podcast avec quelques questions que je pose à chaque invité pour encore un peu mieux vous connaître. Si je vous dis vers demain, vous pensez à quoi spontanément ? L'écologie. L'environnement, grand défi des sols. Vraiment, je reviendrai là-dessus. 1/4 de nos sols dégradés, il faut agir. Et la moitié de notre pays, encore une fois, capable de le faire. C'est notre surface agricole. Donc voilà, demain, moi, je milite pour... peut-être je reprends ma casquette d'avant. J'aimerais bien une loi qui, comme quand vous achetez un appartement, vous ne payez pas une passoire thermique le même prix qu'un appartement rénové. Moi, j'aimerais bien que les agriculteurs soient récompensés quand ils prennent soin de leur sol, à pouvoir valoriser leurs terres plus chères. Je pense que ça serait un super dispositif et que ça serait très vert demain. Ça nous permettrait de garder des terres en bonne santé. Est-ce que chez vous, il y a un objet qui vous ressemble particulièrement ? Chez moi, dans ma maison, vous voulez dire ? Dans votre maison ? Ah oui, une cocotte en fonte. Une cocotte en fonte, pourquoi ? Vous aimez la cuisine ? J'adore la cuisine, c'est des plats partagés. Voilà. Et ça, j'adore.
C'est vraiment le partage et la transmission. Oui, et le temps, revient parce que toujours. quand on fait, c'est plutôt des cuissons longues, lentes, on y revient au temps long. Ouais, j'adore parce que c'est des plats de partage, convivialité, et on a encore le pays au monde, où ce qu'on appelle la commensalité, où on passe le plus de temps ensemble à table. Je crois que c'est 1h30, je sais pas, 1h30 à 2h, et au même moment, donc cette synchronicité de la table française, je pense que c'est important aussi Et en de plus, savoir on parle regarder. de nourriture quand on mange. Donc vraiment, la nourriture, l'agriculture, c'est quand même un sujet particulièrement important. Vous échangez votre vie pendant 24 heures. Vous choisissez qui et pourquoi? Oula, cette question est extrêmement difficile. Je choisis qui et pourquoi en 24 heures. Je ne l'ai pas spontanément, celle-ci. Donc, certainement, quelqu'un qui aurait le pouvoir d'agir. Ce ne sera pas le président. C'est pas mal. Pas du tout, parce que je pense que pour l'avoir côtoyé de près, le métier est assez difficile et demande aussi du temps long et structurant. 24 heures, c'est extrêmement court. Alors, j'appuierais sur un bouton de la finance, juste sur les cours boursiers. Ouais, je serais un trader qui mettrait plein de flux financiers vers l'agriculture pour financer la transition. C'est ce que je ferais si j'avais une baguette magique. Un petit message plus sérieusement à la finance. On est dans le temps long du vivant, on ne peut pas promettre sur l'investissement agricole des rendements à 3 ou 5 ans. Il n'y a pas de règle qui dicte ça. Donc, restez 5 à 10 ans avec nous dans l'agriculture. Donc, je serais un trader dans la finance qui changerait les règles du temps d'investissement pour l'agriculture. Très bien. Le monde en 2050, selon vous, en 3 mots. Neutre en carbone. Pas mal. Un rêve un peu fou que vous n'avez pas encore osé lancer. J'essaie toujours d'accomplir mes rêves, donc je les ai pas encore en tête. Là, entreprendre, c'était vraiment pour moi un défi. Donc, j'ai pas encore en tête le prochain. Mais Il est déjà pas mal, celui-là. Il sera tout aussi prenant et je le ferai avec la même force de conviction. Si vous réécoutez ce podcast dans 10 ans, vous diriez quoi? Combien de femmes on aura accompagnées, combien de fermes auront été reprises et j'espère qu'on aura un salon de l'agriculture qui ouvrira en disant il n'y a plus de place dans les fermes, plus de fermes à reprendre et des entrepreneurs de talent. Plus sérieusement, on manque de rôle modèle. J'avais fait vraiment un appel à aller voir vos agriculteurs et vos agricultrices. Et franchement, ce sont des super entrepreneurs. Changeons notre regard. Ça sera ça. Si j'ai gagné, c'est ça. Changeons le regard sur les agriculteurs et les métiers formidables qu'ils font. Merci beaucoup. Audrey, vous venez d'écouter donc l'histoire d'Audrey Bourrolot et d'Hectare qui a choisi de remettre du sens dans les mots agriculteur et entrepreneur. Elle forme des femmes aussi qui n'auraient jamais imaginé devenir chef d'entreprise dans l'agriculture. Elle accompagne des jeunes qui reprennent des fermes avec des millions d'euros de crédit sur le dos, on ne le sait pas forcément. Elle fait aussi en sorte que des yaourts produits à côté des grandes villes arrivent jusqu'aux assiettes des cantines. Elle ne rêve pas d'un retour à la terre romantique. Ici, il est question de stratégie, de business model, de charge mentale, d'intelligence artificielle, de vacances pour les agriculteurs. Et ça change tout, parce qu'on comprend que l'agriculture, ce n'est pas le passé. C'est l'un des métiers les plus modernes, les plus complexes et surtout le plus essentiel probablement que l'on ait. Alors peut-être que demain, les talents n'iront pas tous dans la finance ou dans la tech. Peut-être qu'ils iront là où on soigne la terre, où on invente des modèles durables, où on relie l'humain. Merci encore Audrey et merci à vous de nous avoir écoutés parce que parfois entendre une histoire, c'est déjà le premier pas vers demain.